Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau du magazine de l'économie. Le magazine de l'économie dont les sujets portent sur la dette publique qui fait tache d'huile dans les rouages socio-économiques à travers le pays. En la matière, le ministre de l'économie et des finances a décidé d'allouer la bagatelle de 200 milliards de francs CFA au trésor public pour apurer une partie de la dette intérieure. Cette opération de paiement des opérateurs économiques et des entreprises locales va se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2024. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de suivre cette séquence. Les objectifs et les orientations de la politique budgétaire pour 2024 sont définis sur la base des perspectives macroéconomiques, des engagements pris par le gouvernement ainsi que des priorités des politiques publiques définies entre autres dans les cadres stratégiques de la refondation de l'État et de son plan d'action 2022-2026 et le plan d'action prioritaire du gouvernement de transition 2022-2024. Ils s'inscrivent également dans la consolidation des acquis du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable. Les prévisions budgétaires de 2024 sont établies sur la base d'une prévision de croissance économique de 5,1% contre 5,0% attendue en 2023. L'inflation mesurée par la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation est projetée à 2,5% en 2024 contre 2,8% en 2023. Pour l'exercice 2024, la politique budgétaire viserait à maintenir un solde budgétaire global compatible avec la viabilité de la dette publique. Les soldes budgétaires global seraient orientés à la baisse. Les recettes fiscales nettes augmenteront d'environ 0,2% en 2024 pour se situer à 14,8% du PIB contre 14,6% dans la loi des finances rectifiée 2023. En ce qui concerne les dépenses totales, elles devront baisser en pourcentage du PIB, soit 21,5% en 2024 contre 22,7% en 2023. Les dépenses courantes représenteraient 15,7% du PIB en 2024, tandis que les dépenses en capital s'élèveraient à 4,9% du PIB. Ainsi, le déficit budgétaire diminuerait de 0,5 points de pourcentage pour s'établir à 4,4% en 2024 contre 4,9% dans la loi de finances rectificative 2023. Avec les recettes budgétaires qui se chiffrent à 2 387 milliards de francs CFA dans le budget 2024 contre un montant de 2 304 milliards de francs CFA dans le budget rectifié 2023, soit une hausse de 83,40 milliards de francs CFA, le ministère de l'économie et des finances du Mali a décidé d'allouer 200 milliards de francs CFA au trésor public pour apurer une partie de la dette intérieure. Cette opération de paiement des dettes des opérateurs économiques et des entreprises locales restera en cours jusqu'au 31 décembre 2024. Le magazine de l'économie reçoit sur son plateau Cheikh Fantamadi Traoré, financier, consultant dans le domaine des finances. Cheikh Fantamadi Traoré, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Monsieur Traoré. Monsieur Traoré, vous venez de suivre tout de suite une séquence, un extrait de 2 minutes portant sur la dette publique et le budget. Alors, quelle réaction faites-vous, n'est-ce pas, à cet extrait-là? Ok, merci Monsieur Traoré. Je salue d'abord les téléspectateurs de Mani TV, les fidèles téléspectateurs et l'ensemble effectivement des Maliens. Donc aussi je salue la direction et les autorités de Mani TV pour cette invitation. Donc je suis déjà un habitué de ce plateau, donc c'est avec beaucoup de plaisir que je reviens encore donner mon point de vue sur des questions d'intérêt national. Là. Donc il se trouve que le problème de la dette, surtout, comme vous l'avez dit, si bien dit, les autorités ont pris la décision quand même d'atténuer la dette de 200 milliards. Donc c'est un effort important et il nous revient quand même d'analyser et de placer dans son contexte. Et c'est à ce cadre-là que je suis là. Donc je vous remercie pour m'avoir invité à ce débat. Et alors là, je voudrais tout juste simplement dire que la question de la dette est une question qui revient de façon récurrente dans la dette intérieure. Mais nous constatons qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent sans connaître les fondements, les soubresauts effectivement de la dette.
Il y a beaucoup de confusion à ce niveau. Nous n'avons pas la prétention de donner quand même un cours sur ce que c'est que la dette intérieure. Nous voulons tout simplement donner des explications aussi simples pour que le citoyen malien, le simple citoyen malien puisse comprendre ce que c'est que la dette et comment analyser et apprécier l'effort qui a été fait par le gouvernement du Mali dans ce sens-là. D'accord. Monsieur Traoré, merci beaucoup pour votre introduction. Cela m'amène donc à poser la question, toujours par rapport à la dette, parce que la dette, le mot dette même se prête à des interprétations, ma foi, différentes aujourd'hui. Quand j'entends beaucoup de gens, chacun donne son interprétation en la matière. Donc, en tant que financier, alors quel est, n'est-ce pas, le sens que vous donnez réellement à la dette, au mot dette publique? Merci, M. Traoré. Effectivement, le mot dette est très courant, qui a été emprunté, je dirais, sous la vie sociale. Que veut dire dette? Dette, c'est un ensemble d'engagements, donc d'obligations. Dans la vie courante, effectivement, lorsqu'on doit à quelqu'un, on a une dette envers cette personne-là. Ça peut être une dette morale, une dette financière, ainsi de suite. Mais quand on entend par dette dans les contextes particuliers, nous parlons effectivement de la dette de l'État en tant que dette publique. Tout ce qui revient à l'autorité, au pouvoir public. C'est-à-dire qui est matérialisé à travers effectivement la comptabilité tenue par la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique. Donc cette dette découle généralement de l'exécution du budget d'État. Voilà, l'État s'endette auprès effectivement des institutions en vue de faire face au financement du budget. Et dans le budget, vous n'êtes pas sans savoir que il y a ce qu'on appelle le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. Donc l'État se donne les moyens pour financer ce budget parce que c'est un rôle central de l'État que de financer les budgets, c'est-à-dire subvenir aux besoins des populations. Donc, lorsque l'État n'a pas les moyens, à travers ses ressources propres, à travers effectivement ce qu'on appelle les régies financières, qui sont constituées généralement des trésors publics, la direction des impôts, la direction des douanes et autres. Donc l'État s'endette soit auprès du public, à l'interne, des institutions à l'interne ou à l'extérieur. Donc pour faire face au règlement de certaines dépenses d'investissement et de fonctionnement. C'est ce qui crée la dette. Donc tout ce qui est supporté par l'État, on appelle dette publique. Et vous allez voir ça dans les comptabilités tenues au niveau de la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique. Donc il faut comprendre, entendre par dette, engagement de l'État né dans le cadre de l'exécution d'un budget. Donc ça se rapporte toujours à une année budgétaire. D'accord. Voilà. Monsieur Traoré, tout de suite, vous avez parlé des budgets et vous avez parlé du budget de fonctionnement et du budget d'investissement. En quoi ces deux types de budgets sont aujourd'hui utiles pour le fonctionnement de l'État? Au niveau de l'État, les dépenses de fonctionnement, très généralement, vous allez voir que l'un des volets les plus importants des dépenses du budget de fonctionnement, c'est le salaire. Donc, constitué par le salaire, effectivement, des fonctionnaires et autres là. Donc, c'est ce qui fait que si vous prenez l'encours des salaires sur le budget de fonctionnement, il est très, très important. Donc, les salaires occupent une place importante dans le budget de fonctionnement. Et si l'État décide, par exemple, de construire un hôpital dans une localité, ou bien construire, par exemple, une école, un centre de santé, ça, c'est des dépenses d'investissement. Donc, pour ça, il faut de l'argent. Soit à partir des recettes propres procurées par les impôts, les taxes et autres là, soit à partir effectivement d'un endettement qui peut être soit à l'interne, soit à l'externe. Voilà. D'accord. Puisqu'on parle des dettes, parlons maintenant de ce qu'elle représente effectivement. Qu'est-ce que la dette intérieure du Mali représente aujourd'hui? Quelles sont les institutions chez qui l'État du Mali contracte des dettes? D'accord. Vous savez que très généralement, il y a un adage qui dit qu'on ne prête qu'aux riches. Vous allez voir que quelqu'un qui a beaucoup de moyens, qui est riche, les gens sont enclins à lui accorder beaucoup plus de confiance. Donc c'est ce qui fait que si vous prenez même les statistiques,
les nations, les pays les plus riches, qu'on dit les pays les plus développés, sont les nations les plus endettées. Je prends les États-Unis. Les États-Unis constituent, c'est-à-dire que le niveau d'endettement des États-Unis est le plus élevé au monde. Ouais. Pourquoi? Parce que il se trouve que leur économie est assez performante. Donc, les obligations du trésor américain sont souscrites par d'autres pays tels que la Chine, l'Inde, ainsi de suite. Donc, parce que les gens, il y a une ruée vers ce pays-là. Et le taux est rémunérateur. Et on est sûr effectivement que ce sera remboursé. Parce qu'ils ont une préoccupation quand même de réputation. Et ce qui fait qu'à l'échéance, effectivement, ce pays rembourse. Bon. Donc, les pauvres, par contre, un pays pauvre a des difficultés à pouvoir s'endetter. Parce que les gens n'ont pas confiance. Et c'est ce qui fait que très généralement, si vous prenez nos pays-là, nous sommes engagés depuis fort longtemps. Au moment du paiement, on a des difficultés. On parle de réchauffer la dette. D'où la notion de club de Paris, club de Londres, avec les conventions avec les nations, plutôt avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale pour le réchaufffement de la dette. Donc, je vous dis que quand on voit le poids de la dette dans un pays, ce qui dénote de la vitalité également de l'économie de ce pays. Contrairement à ce que les gens pensent, je pense que la dette est un indicateur de la vitalité de l'économie d'un pays. Donc on ne peut pas dire parce qu'un pays, le niveau de la dette est faible et que le pays est performant. Non, je ne crois pas. Si on doit s'endetter pour investir dans les infrastructures qui améliorent la qualité de vie d'un pays, moi je pense que là c'est un objectif louable. Donc je ne veux pas citer des pays, mais si nous prenons dans notre juridiction au niveau de l'IEMOA, les pays qui font quand même, qui donnent l'exemple d'un pays où les conditions de vie sont meilleures, c'est des pays qui sont les plus endettés et qui ont investi dans ces infrastructures, des universités, des écoles, des centres de santé, des routes, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est à la suite des endettements. Bon, donc un pays pauvre n'a pas aussi les moyens de pouvoir s'endetter. Nous allons parler par la suite des différents guichets au niveau du secteur privé et au niveau du secteur public également. D'accord. Mais est-ce qu'on peut quand même connaître aujourd'hui, dans la situation actuelle du pays, est-ce qu'on peut connaître quelles sont les institutions financières qui sont chez nous ici, chez qui l'État du Mali peut contracter des sous? L'État du Mali, à travers le Trésor public, va s'adresser effectivement à une institution comme la Banque centrale, la BCEAO, dire que à travers une adjudication, bons du Trésor. Donc les bons du Trésor, c'est un système d'adjudication. Le Trésor public du Mali dit, j'ai besoin par exemple de 100 milliards. Donc ces 100 milliards-là, à un taux fixe, supposons à 6-7%. Donc c'est une proposition que le Trésor public émet, adresse à la BCEAO. La BCEAO qui, quand même là, toutes les banques, maintenant dit qu'ils sont partie prenante de ce marché-là. Donc, il y a une banque qui va dire, ah, pour les 100 milliards, je donne 20 milliards à ce taux. D'autres disent, je donne 25 milliards, ainsi de suite, oui, jusqu'à ce qui boucle. Donc, ça, c'est pour une durée juste maximum d'une année. Donc ça, c'est pour les besoins de trésorerie de l'État, oui, en attendant que les recettes rentrent. Ah, oui. Donc l'État va s'endetter par le trichement du Trésor public auprès de la BCEAO par l'émission du bons du Trésor public à un taux fixe. Donc il se trouve que ça ne dépasse pas 12 mois. Donc c'est ça, vous allez entendre souvent sur les antennes, l'émission du bon du Trésor a été un succès du Mali qui a bouclé à hauteur de 100%. Ça veut dire que nous avons eu tous les 100%, les 100 milliards, ou bien à 120%. Souvent, on peut aller même au-delà de 100%, pour les 120%. Ça veut dire qu'il y a une certaine vitalité, les gens ont confiance au Trésor public malien. Ou bien que, souvent, il arrive souvent dans des cas qui sont arrivés, où le Trésor n'arrive pas à atteindre les montants qu'il souhaite avoir. Au lieu de 100 milliards, il n'a que 50 milliards. Oui. Bon, là, ça arrive à des périodes où les banques aussi ont des difficultés de trésorerie. Ouais. Donc ça, c'est une manière à l'interne
de s'endetter. C'est pour faire face au règlement de la dette, effectivement, l'intérieur, effectivement, de ce qu'on appelle les opérateurs économiques intérieurs. Oui. Il y a cette façon. Il y a également un autre guichet pour ce qu'on appelle les investissements. C'est-à-dire que qu'on appelle les obligations du Trésor. La seule différence est que là, c'est sur une longue période, de 2 ans jusqu'à au-delà de 10 ans. Je vois. Voilà. Bon, donc, le Trésor peut émettre des obligations d'intention de lever sur le marché de l'IMOA un montant, par exemple, de 1000 milliards. Donc, c'est le taux est variable. Donc, c'est surtout le système d'adjudication. Hein. Donc, c'est pratiquement les mêmes mécanismes. Bon, là, c'est à l'interne. Donc, sans dette. Il y a également le trésor public, où l'État peut s'endetter auprès de nos institutions qui sont chargées de financer le développement. Dans l'IMOA, c'est la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement, dont le siège est à Lomé. Nous voulons construire un 4e pont. L'État du Mali va s'adresser à la BOAD. Donc, il lui donne le financement, une ligne de crédit pour la construction du pont. Ça aussi, à l'interne, on considère tout ça comme le financement, une dette intérieure. Pourquoi? Parce que c'est toujours libellé en francs intérieurs, en francs CFA. D'accord. Tout ce qui est libellé en francs CFA, même la tranche de la dette du Fonds monétaire libellée en francs CFA est considérée comme la dette intérieure. D'accord. Il y a cette source de financement à l'interne. Donc, je vous ai parlé effectivement de la Banque centrale à travers ses guichets, des institutions de financement telles que la BOAD et d'autres institutions telles que les FSA, Fonds de solidarité africaine, qui se trouvent à Niamey. Il y a d'autres institutions, nous n'allons pas tous les citer ici. L'État peut s'endetter également à l'extérieur, auprès des pays amis, comme la France par le passé, qui va financer par exemple l'université, ou comme la Chine, qui va financer l'université directement. Donc c'est dans le cadre des accords bilatéraux. Ou bien au niveau de l'Union européenne, à travers la Banque européenne d'investissement, ou bien les pays participants au Club de Paris, pays, ou bien auprès des États-Unis. Donc, également, il y a une institution multilatérale, il y a des institutions multilatérales de financement, dont la Banque mondiale et le Fonds monétaire. Il y a la Banque mondiale à travers ses guichets qu'on appelle AID, Association internationale pour le développement, qui finance les investissements au niveau de nos pays-là. Donc, voici ces sources de financement dont un État a quand même pas peut utiliser pour financer effectivement son développement. Voilà. Donc, il s'agit maintenant de voir quelle est la partie qui est destinée pour le financement des infrastructures d'investissement et quelle est la partie qui est destinée pour le fonctionnement. Bon, ceci étant, toujours souscrit dans le budget, il y a les financements, les lignes de financement, mais il y a ce qu'on appelle les aides budgétaires. Les aides budgétaires, c'est nos pays amis et certaines institutions qui viennent en aide aux pays en développement pour nous accorder des dons, des subventions et qui rentrent dans le cadre du financement aussi du budget. Voilà. Mais là, c'est pas la dette. D'accord. Voilà. Alors donc, parlons à présent de ce que représentent les impôts et les taxes dans tout ça. Ah, là, c'est la question des fonds, en fait. Vous savez que les impôts et les taxes doivent constituer en fait les principales ressources du budget. Oui. Donc, quand vous prenez un pays comme le Mali, vous savez qu'actuellement, le Mali est sous embargo. Et je ne peux pas vous dire exactement à partir de quelle date, mais je sais que depuis 2022, par exemple, par là, oui, le Mali n'a pas reçu un seul franc de ressources en matière d'aide budgétaire. Tout ce qui est fait pour financer le budget, c'est à partir des ressources propres. Des ressources propres générées quoi? Par les trésors, disons par la douane, les services des douanes, les services des impôts et les autres services d'assiette. C'est-à-dire que c'est à partir des services des douanes, l'efficacité des services des douanes, c'est pourquoi on parle de performance des services des douanes. Donc, ça c'est quoi? C'est quoi les taxes, les droits de douane, les impôts et autres là. Donc là, c'est des éléments très très importants dans le financement du budget.
lorsqu'un pays parvient à faire des réformes importantes au niveau de ses structures de l'assiette, donc l'État il pourra faire face à ses besoins sans pourtant recourir effectivement au financement extérieur. Donc il y va de soi. C'est ce qui fait que des pays qui ont mis des structures assez importantes, assez performantes au niveau des services de douane, des cordons douaniers. Si nous prenons un pays comme le Mali, vous savez, nous sommes un pays où nous avons la vitalité de notre commerce. Les commerçants importent beaucoup. Voilà, donc quand ils importent beaucoup, mais il suffit qu'au niveau des cordons douaniers, que les douaniers sachent quel est le produit qui est importé. Il ne faut pas qu'il y ait fraude au niveau de la marchandise. Quand on importe des basins, qu'on dise que non, ce n'est pas des basins, c'est des étoffes. Donc, et si nous avons des machines performantes qui nous permettent, où les douaniers sont mieux formés, mieux outillés pour déterminer la nature du produit, au lieu d'aller dire que c'est du pétrole lampant, alors que c'est du gasoil. Oui. Voilà, parce que le taux de la taxation diffère. C'est différent. Voilà, donc c'est ce qui fait que la réforme, doter la douane d'infrastructures, effectivement, d'outils performants, oui. Améliorer effectivement la qualité effectivement des recettes douanières. Oui. Donc je pense que c'est un travail qui a été entrepris par les pays. Vous avez vu à la télé, effectivement, ils ont installé des scanners un peu partout dans certaines frontières importantes et on a senti effectivement l'augmentation des recettes douanières. Donc la douane a souvent même dépassé l'objectif qu'il a été assigné, oui. Tout comme le Trésor, la Direction nationale des impôts. Oui. Voilà, donc les rôles des taxes, des impôts et des droits de douane sont très très importants dans le financement effectivement du budget et dans le développement d'un pays. Voilà. Si vous prenez des pays développés tels que la Suisse, et puis en France, oui. Bon, les recettes d'impôts et droits de douane, c'est des pays qui ne vivent que de ça. Oui. Donc, ça veut dire que notre pays aussi peut prétendre les mêmes objectifs lorsque on met beaucoup l'accent, n'est-ce pas, sur la qualité du travail dans le cadre de la récupération des fonds. Tout à fait, tout à fait. Et toujours en mettant l'accent sur la lutte contre la fraude, voilà. La fraude et surtout le détournement des fonds, parce qu'il ne faut pas que le douanier qui est au cordon douanier soit des mèches avec le transitaire pour faire des fausses déclarations et autres là. Moi je pense que jusque là, au niveau du Mali, il y a beaucoup d'efforts à faire à ce niveau. Monsieur Traoré, est-ce qu'il n'est pas lieu de mettre beaucoup l'accent sur la digitalisation qui est déjà en cours? Effectivement, oui. Effectivement, parce que nous sommes à cette phase-là, oui. Parce que physiquement, on ne peut pas contrôler tout ça. Oui. Voilà, donc l'informatisation, oui. La digitalisation permet quand même de rendre les choses beaucoup plus performantes. Voilà, et je pense que la douane est dans ce sens-là, et puis même le service des impôts également. D'accord. Nous avons parlé de dette intérieure, parlons à présent dette extérieure. Quelles sont les institutions qui sont visées, n'est-ce pas, et comment s'effectuent les opérations dans le cadre de l'endettement du Mali? Oui, donc moi je pense que pour un pays comme le nôtre, oui. Il est bon de parler de dettes extérieures, mais vous savez que souvent même les dettes extérieures, là, l'initiative ne vient pas de nos pays là. Il y a des bailleurs institutionnels qui sont là-bas, qui décident de tout pour nous. C'est ce qui fait que nous on passe une certaine maîtrise même du niveau d'endettement de la dette extérieure. Et c'est ce qui fait que les pouvoirs publics de nos pays, de nos États, doivent mettre l'accent sur une gestion rationnelle de ce qu'on appelle la dette intérieure. Il faut moraliser la dette intérieure. Je me souviens que dans les années 2011-2012, lorsqu'il y a eu les changements de pouvoir en Côte d'Ivoire, donc l'État avait accumulé un stock de dettes intérieures assez important avec le gouvernement, le pouvoir précédent. C'était très 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 important. Donc l'État pliait sous le poids de la dette intérieure. Et lorsque les nouvelles autorités sont arrivées, donc les gens ont commencé à parler du remboursement de la dette pour relancer l'activité économique.
Mais ces nouvelles autorités ont déjà demandé à ce qu'on fasse l'audit de cette dette intérieure. Et l'audit leur a permis de savoir que souvent, ce qu'on parle de dette, se trouve que parce que quand la dette est créée suite à un marché. Restons avec la dette extérieure, surtout avec les FMI, la Banque mondiale. Je crois que c'est des institutions qui sont visées très généralement chez nous lorsqu'on parle de dette extérieure de façon générale. Ces institutions-là parfois sont assujetties à des critiques. Or, l'État du Mali prête de l'argent auprès de ces banques-là pour financer des investissements, notamment la construction des routes, des ponts, etc., et d'autres infrastructures. Alors, comment est-ce que alors vous justifiez des critiques qui sont assujetties à leur encontre? Ou bien derrière cette dette, y a-t-il des corruptions qui font que la population, de façon générale, est mécontente? Mais ce que les gens confondent, généralement, quand on parle de dette extérieure, les gens font allusion à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international. Oui. Le Fonds monétaire international ne finance pas les infrastructures, ne finance pas les investissements. Le Fonds monétaire est simplement dans le cadre de l'ajustement. Le Fonds monétaire, c'est pour financer le déséquilibre de la balance des paiements. Lorsqu'un pays a un déséquilibre de balance des paiements, c'est la banque, le Fonds monétaire international intervient en mettant des ressources à l'attention, c'est-à-dire en faveur de ce pays, pour corriger ces anomalies. C'est le guichet Banque mondiale plutôt le guichet AID, Association internationale de développement, qui finance les infrastructures. Vous allez voir par exemple la route Sévaré-Rosso, vous allez voir si les plaques, financement IDA, IDA, c'est toute institution c'est le guichet de la Banque mondiale chargé de financer, accorder des prêts à nos États-là. Donc, c'est ce guichet-là. Donc, ils financent les infrastructures, les routes, les écoles, les hôpitaux, ainsi de suite. Donc, c'est des prêts à long terme. D'accord. Ça, c'est la Banque mondiale. Bon. Et très généralement, la Banque mondiale travaille avec le Fonds monétaire. Parce que pour pouvoir obtenir, il faut être sous programme d'ajustement. Parce qu'il faut que la banque s'assure également que vous allez nous rembourser aussi. Tout à fait. Voilà. Vous allez nous rembourser avec quoi? Oui. Par exemple, quand on construit un hôpital, n'est pas totalement rentable. Mais l'État, la banque s'assure que vous avez quand même, vous allez, à partir de vos recettes propres, des douanes et autres là, nous payer. Donc pour cela, il faut qu'il y ait des réformes. Vous allez entreprendre des réformes au niveau. C'est pourquoi on parle des réformes. Diminuer le nombre de fonctionnaires, fermer cette entreprise, privatiser celui-là pour que vous soyez beaucoup plus formants. C'est dans les soucis tout simplement de s'assurer que, en mettant ces réformes, qui sont souvent très impopulaires, l'État sera en face de pouvoir faire face au remboursement des échéances de la dette. Certaines critiques à l'encontre de ces institutions-là sont fondées. Oui. Ça, je vous le dis. Oui. Parce que je me demande pourquoi nous avons laissé souvent les conseillers ou bien les responsables de ces pays décider pour nous. Oui. C'est nous qui savons quels sont nos besoins. Oui. Donc, et souvent, très généralement, ils ont des projets clés à main qui viennent imposer à nos États faibles. On accepte. Et c'est les mêmes choses. Ils changent seulement les tirs d'un pays à un autre. Tout à fait, oui. Voilà. Je prends par exemple, vous savez, les gens parlent de réforme au niveau du secteur minier, le code minier. Est-ce que vous savez que le code minier, pratiquement de tous nos États, était élaboré par la Banque mondiale? C'est le même type. Tu vois. Qui se trouve au Mali, au Burkina, en Guinée, tout. Les non-chats, ils ont élaboré un contrat type. Et arrivé à un pays, ils changent les noms et autres. Et même les pays qui étaient limités à 20%, c'était valable pour tous ces États-là. Bon, c'est maintenant que les Africains ont commencé à comprendre que nous pouvons faire nous-mêmes notre code, l'adapter à nos réalités. Je crois que ceci met fin à cette émission que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je recevais donc sur les plateaux Cheikh Fanta Madi Traoré, financier, consultant dans le domaine des finances.
Mesdames et messieurs, merci de votre attention et bonne suite des programmes sur Mandé TV, le reflet du Mali.